Alors, bonjour tout le monde, bon matin. Donc, Charles Milliard, je suis PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, la FCCQ. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette dernière journée donc de la conférence de Montréal, Forum international économique. On aura l'occasion aujourd'hui de parler d'un sujet qui me passionne et qui, je pense, passionne aussi, j'espère, mes invités ce matin. Donc, la question des PME au Québec, les différents enjeux, opportunités qu'ont nos PME dans un contexte où on doit innover, où on doit réussir la transition écologique et où on doit réussir aussi l'internationalisation de nos activités. Alors, au cours des 45 prochaines minutes environ, j'aurai l'occasion d'échanger avec des gens qui, franchement, comme on dit en anglais, c'est un peu la A-list ce matin. Là, donc, je suis vraiment très, très content d'avoir mes invités avec moi aujourd'hui. Et comme on est un peu au Forum économique international, on va commencer un peu à l'inverse. On va y aller un peu sous une forme d'entonnoir. Donc, on va parler d'enjeux macroéconomiques davantage internationaux pour terminer vers la fin vers des enjeux plus micros, comme exemple les enjeux de main-d'œuvre qu'on a évidemment au Québec depuis quand même un certain nombre d'années. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander, je vais vous présenter, mais je vous demanderai peut-être en une minute de présenter votre organisation et ce que vous faites donc dans l'écosystème d'affaires au Québec. Alors, je vais débuter avec Madame Isabelle Dubé-Côté, qui est nouvellement PDG d'Écotech Québec. Alors, Isabelle, je te laisse présenter l'organisation. Parfait. Bien, merci de nous accueillir aujourd'hui. Très contente d'être ici. Donc, effectivement, ça fait un gros 7 semaines que je suis en poste chez Écotech Québec. Écotech Québec qui est la grappe des technologies propres. Donc, nous, on soutient les acteurs de l'écosystème, que ce soit des regroupements, des entreprises, des chercheurs, des investisseurs. Et ce qu'on vise à faire, c'est vraiment d'accélérer le développement, le financement et le déploiement de technologies propres au Québec et à l'international. On travaille en collaboration, on a beaucoup de partenariats localement et à l'international, et on le fait de différentes façons, partage de connaissances, du maillage très actif entre des compagnies ou des entités qui cherchent à adopter des technologies propres, des entreprises qui cherchent à fournir des technologies propres, travailler au niveau aussi de la réglementation. Donc, on touche à différents niveaux. Excellent. Merci. Bonne chance dans tes nouvelles fonctions, d'ailleurs. Alors, Jessie Vincent Herscovici, qui est PDG d'Axelis. Alors, peut-être nous parler un peu de cette organisation-là, Axilis, qui, personnellement, je trouvais très importante là, dans l'écosystème d'innovation au Québec. Merci, je seconde ton opinion et chapeau sur mon deuxième nom de famille. Rarement je l'ai entendu prononcer avec une fluidité parfaite comme ça. Donc, j'ai passé la nuit là-dessus. Bien, je ne suis pas surpris. Donc, Axilis a été mis en place par un partenariat entre le gouvernement du Québec et les institutions de recherche publiques du Québec pour aider à transformer les inventions intéressantes vers de l'innovation. On sait que l'invention, c'est quelque chose de novel, de nouveau, d'intéressant. Pour qu'elle devienne de l'innovation, il faut qu'elle soit déployée dans la société par un vecteur quelconque avec une valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment notre mandat. Nous avons une équipe terrain qui vient couvrir l'ensemble de la recherche publique à travers la province, identifier des inventions intéressantes, travailler avec les chercheurs, les institutions pour mettre en place une stratégie de propriété intellectuelle alentour de l'invention et ensuite identifier des joueurs qui pourraient les réceptionner, les utiliser, maturer cette invention vers un transfert éventuel au bénéfice de notre société. Et l'organisation existe depuis combien de temps déjà? Tout fraîche, tout jeune. Donc, on vient de célébrer notre deuxième année le 31 mars. Donc, certains diraient qu'on n'est plus start-up. Moi, c'est pas ma définition de start-up. Gros potentiel de croître à l'échelle avec énormément de valeur d'une plateforme. Donc, on est encore en mode start-up. Excellent. Fonds de solidarité FTQ, ça, c'est pas une start-up? Startup il y a 40 ans. Ben voilà. On commence tous par... il y a toujours un début à tout, mais bon, disons que le Fonds de solidarité FTQ est très présent dans la communauté d'affaires au Québec et même au Canada. Donc, Danny Pelletier, qui est premier vice-président, placement privé et investissement d'impact. Alors, parle-nous un peu de ton rôle au fond. Oui, certainement. Alors, plaisir de vous rencontrer ce matin. Moi, je vais vous donner quelques chiffres. Fonds de solidarité FTQ, donc créé il y a 40 ans. Aujourd'hui, plus de 750 000 actionnaires. 17,8 milliards d'actifs. On investit 100 millions de dollars par mois dans l'économie du Québec, dans tous les secteurs d'activité, incluant du capital de risque. On est très présent dans l'écosystème. On parle de PME. On est présent dans plus de 3000 entreprises au Québec, donc beaucoup de la PME.
pas juste à Montréal, partout en région, avec des fonds régionaux. Donc, un joueur très actif. Moi, je suis très fier de mon équipe. On est des gens de terrain. Puis, ce qu'on dit souvent aussi, puis c'est vrai depuis le début, oui, on veut donner du rendement financier à nos actionnaires, c'est important pour leur retraite, mais également faire une différence. On parle de développement durable, on va en parler. Ouais. Donc, de vraiment faire une différence dans tout ce qui est transition environnementale notamment. Alors, ça, c'est notre rôle au quotidien sur le terrain. Puis tu parlais des fonds régionaux, on collabore beaucoup ensemble, nos deux organisations, parce que vous avez vraiment des gens présents sur le terrain dans toutes les régions du Québec. Tout à fait. En fait, ici, chez nous, dans mon équipe, on a une expertise sectorielle, plein de secteurs, agroalimentaire, foresterie, etc. Les fonds régionaux, vraiment une expertise locale, très ancrée dans toutes les régions du Québec. Oui. Merci, Dany. Alors, on veut parler des entreprises qui connaissent du succès. Alors, c'est difficile de connaître plus de succès que mon dernier invité. Donc, vraiment, l'entreprise Lightspeed, qui est vraiment une entreprise exceptionnelle. Je profite de l'occasion pour saluer le leadership de son PDG, donc Monsieur Jean-Paul Chauvet. Alors, peut-être nous parler brièvement de ce qu'est Lightspeed, Jean-Paul. OK. Merci de me recevoir. Donc, Lightspeed, on est une compagnie de logiciels. Donc, on travaille avec du SaaS, donc dans le cloud. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petits commerçants et les petits restaurateurs partout dans le monde à avoir des technologies qui leur permettent de concurrencer les gros. Et donc, notre mission depuis le début, c'était vraiment d'aider le petit à concurrencer le gros. Il y a 10 ans, on était une trentaine d'employés. Et aujourd'hui, on est 3000 employés. On a des bureaux dans 12 pays dans le monde. On a des clients dans 100 pays. Et je pense qu'on est une des grosses compagnies technologiques du Québec. On est maintenant coté en bourse, à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Et malgré notre taille, on a encore, je pense que la croissance sur l'an dernier, c'était plus de 30%, c'était 33% de croissance. Donc, une belle histoire québécoise qui a commencé toute petite et qui est maintenant le vrai chef de file mondial. Et donc, moi, je suis à Lightspeed depuis 11 ans maintenant. Ouais. Excellent, merci. Alors, je voudrais qu'on débute, comme je le mentionnais, peut-être de parler de l'importance de l'internationalisation de nos activités commerciales au Québec, parce qu'on le sait, on fait partie d'un grand ensemble qui est l'ensemble canadien. Il y a 8,5 millions de Québécois, donc c'est quand même un marché intéressant. Mais on est foncièrement une nation exportatrice. On a besoin, je pense, pour réussir notre plein potentiel, d'exporter. Alors, pourquoi c'est important l'internationalisation de nos échanges pour une entreprise comme les entreprises québécoises? Alors, je commencerai peut-être par Jean-Paul, parce que de toute évidence, vous l'avez fait. Nous, c'est pas compliqué. Dans le domaine du logiciel, la propriété intellectuelle, c'est le plus important. On bâtit un code et ensuite, le but, c'est de chercher le plus vaste marché possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quasiment zéro matière première. Donc, de revendre le même produit, c'est relativement simple. Et quand on part de ce principe-là et qu'on regarde la taille du marché du Québec, il est beaucoup trop limité. Donc si je regarde notre marché, il y a 56 millions de restaurateurs et de commerçants dans le monde. Et nous, on a 340 000 clients. Donc on a encore beaucoup d'espace. Mais dès le début, on savait qu'il fallait qu'on aille à l'international parce que le marché local n'est pas assez gros. Parce que dans notre métier, pour être rentable, il faut avoir énormément de clients parce que la production du logiciel coûte très cher. Donc depuis le début, on a toujours, je pense que même nos premiers clients, il y avait toujours un client international. Et donc l'idée, c'était de dire, on va essayer de bâtir le logiciel pour qu'il soit disponible partout dans le monde. Et c'était une obligation pour la survie, enfin pour que la compagnie puisse atteindre la rentabilité. Parce qu'avec le marché québécois, c'était juste trop petit. Peut-être, Jessie, sur la question de l'innovation, justement, vous essayez de mettre en pratique donc les recherches québécoises, les propulser sur le marché privé. Donc, à l'international, jusqu'à quel point les innovations québécoises ont toute la place qu'elles méritent sur la scène internationale, d'après toi? Je dirais qu'elles ont une certaine place, puis c'est très bien dit. La réalité, c'est que le marché est trop petit pour rester ici, donc il faut regarder plus large. Ceci étant dit, le moment qu'on commence à regarder plus large, surtout à travers le monde, certains le comparent à une guerre. Il faut vraiment être prêt d'aller se protéger, attaquer, voir une ligne qu'on veut tracer. Et pour faire ça, il faut certains éléments clés. Bien sûr, un modèle d'affaires, une équipe de furie, mais quand on dit modèle d'affaires,
je pense que c'est important qu'on commence à inclure automatiquement une stratégie de propriété intellectuelle. Sinon, on s'en va en guerre sans vrais outils très importants que le reste du monde joue très, très bien. Alors, j'oserais dire qu'un des éléments où est-ce que, excusez mes comparaisons un peu extrêmes, mais bon, ceux qui ont été là comprennent ce que je veux dire. Et des fois, c'est un réflexe qu'on a moins eu ici au Québec de commencer en disant, c'est quoi ma stratégie de propriété intellectuelle? Oui, dans certains cas, pour défendre ce qui a été développé, si on a l'intérêt d'une grande multinationale, tout d'un coup, ben le premier réflexe, c'est peut-être pas la collaboration, mais s'il y a un bel agenda de pays, ben là, tout d'un coup, la collaboration devient très importante. Je vais partager quelques statistiques rapidement en termes de juste repositionner les choses. Une entreprise qui détient, puis pas trop de statistiques, je vous le promets, qui détient des actifs de propriété intellectuelle, des statistiques canadiennes, ont 1,6 fois plus susceptibles de connaître une forte croissance, définie par au moins 20% ou plus par année, 2 fois plus susceptibles d'innover, donc d'inclure l'innovation dans leur chaîne, pas juste l'innovation de perturbation, mais vraiment incrémentale aussi, au jour à jour, 3 fois plus susceptibles de prendre de l'expansion à travers le pays, 4,3 fois plus susceptibles de prendre de l'expansion à l'échelle internationale. Donc, c'est vraiment là le nœud de la guerre. Si on veut jouer dans la grande cour, il faut vraiment être sûr d'être bien outillé et les outils de propriété intellectuelle, et je parle pas juste des brevets, sont vraiment, vraiment importants pour pouvoir être au rendez-vous. Et je pense que c'est là qu'on doit vraiment miser puis assurer une consistance à travers nos approches. Danny? Ben, moi, je vais y aller sur un autre angle également. On parle beaucoup de transition environnementale, ESG, développement durable, etc. Nous, comme fonds d'investissement, on se doit d'accompagner nos entreprises d'ici à bien se positionner dans cette économie-là. Et un des défis pour les PME, c'est qu'il y a plein de protocoles, il y a plein de normes, etc. Mais comment on fait pour se démêler là-dedans? Et nous, on arrive avec des solutions concrètes, puis on a un exemple dans notre portefeuille où ce qu'on a placé, cette entreprise-là a pris le virage ESG, et maintenant est positionnée, puis dans un secteur qui est traditionnel, je suis un ingénieur minier, secteur minier, et aujourd'hui, elle rend des services jusqu'en Inde. Sur cette base-là, il a tassé toute sa concurrence par rapport à ça, parce qu'ils ont des gains d'efficacité, des gains d'énergie, etc., au niveau de ces entreprises-là. Donc, l'international, ça passe également par cette opportunité-là également d'intégrer, de bien comprendre qu'est-ce qui fait la différence au niveau de l'environnement, du social puis de la gouvernance, puis surtout au niveau de l'environnement. Puis, comme institutionnel, nous, on a un rôle à jouer là-dessus. L'autre volet également, l'international des entreprises, on a une équipe par rapport à ça, mais on le fait en complémentarité avec les autres. Investissement Québec International, EDC, à titre d'exemple, parce qu'on a des maillages. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de fédérer finalement tout ce qui existe dans l'écosystème, bien humblement, parce qu'on a tellement d'entreprises en portefeuille qui sont prêts à faire de l'international, mais avec quelques outils pratico-pratiques, puis ça peut être également propriété intellectuelle également, bien là, on va positionner le Québec vraiment à l'avant-garde au niveau de la concurrence mondiale là-dessus. Mais je vais venir à toi tout de suite après, quand les entreprises ont des ambitions internationales, est-ce que ça augmente leur chance d'être soutenues par le Fonds Solidarité? Est-ce que c'est important pour vous que vos clients aient des ambitions internationales ou c'est plus le développement économique au Québec qui est important? Ben, ça dépend toujours du stade de l'entreprise également. Donc, il y a des stades d'entreprise parce que nous, on est tellement dans toutes sortes d'entreprises, donc il y a des stades d'entreprise où c'est bon, parce que faire l'international, ça apporte son lot de défis également. Donc, il faut que tu sois bien prêt à ça. Il faut que tu t'assures, à titre d'exemple, que tu as une direction qui est prête à ça. Donc, pour répondre, moi, j'ai une réponse simple à ça. C'est pas un must pour nous d'investir dans une entreprise. Par contre, quand elle est prête à le faire, c'est là qu'on va jouer notre rôle pour les accompagner, pour les appuyer là-dedans. Donc, c'est plus mais c'est une question de timing, je pense. Il faut que la maturité de l'organisation soit prête à le faire et bien le faire également, puis de s'assurer qu'elle adresse les marchés où est-ce qu'elle a des bonnes chances de réussite également. Juste avant de parler, je voudrais qu'on parle de transition énergétique aussi, puis tu as fait référence avec le secteur minier. Je veux retourner à Jessie sur la question des innovations. C'est une drôle de question, je t'avertis. Est-ce que les innovations québécoises mériteraient d'être connues et de connaître du succès au Québec avant d'aller à l'international, ou c'est plutôt l'inverse? Ce que moi j'appelle le syndrome Céline Dion, c'est-à-dire qu'il faut que faut que la chose réussisse à l'extérieur avant qu'on reconnaisse qu'ici au Québec, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est drôle. Tu as 20 minutes pour répondre. OK, c'est bon. Ben, je vais essayer de garder ce court puis frapper ton 20 minutes.
Oui, c'est intéressant. Il y a un drôle de réflexe qui est là. Et en effet, le syndrome Céline Dion. Et pourtant, il faut que ça fonctionne. Donc, si c'est la réalité, on va aller où est-ce qu'il y a le marché. Par contre, est-ce que la plus haute valeur ajoutée va être dans la province au début ou une fois qu'une entreprise commence à avoir un succès à quelque part d'autre, ben là, tout d'un coup, de revenir au marché du Québec devient peut-être un pas à l'arrière. Donc, je pense qu'il y aurait manque à gagner de venir encourager plus nos entreprises pour mettre en place des premiers modèles d'affaires pour essayer comment ça fonctionne et là, ensuite, aller à l'échelle. C'est drôle, mais tragique, mais on voit énormément d'entrepreneurs en ce moment, je suis sûr que vous le voyez beaucoup, qui viennent de l'international pour commencer à mettre pied à terre en Amérique du Nord, au Québec, parce que c'est un tremplin vraiment intéressant pour ensuite aller peut-être vers Toronto, Vancouver, vers les États-Unis, mais c'est pas le réflexe nécessairement ici, et des fois, il va y avoir une ouverture plus rapide pour un entrepreneur international, une boîte internationale que nos propres entreprises. Donc, en effet, je pense qu'il y a quelque chose là de culturel, d'intéressant à se challenger un peu, et je vais même dire, dans ma dernière minute de mon vin, que je me suis fait challenger là-dessus. J'étais récemment dans un voyage à l'international avec une délégation, puis on parlait de partenariat, il y avait une culture très partenariat, et j'ai dit, bien au Québec, on a cette culture-là, on est très ouvert, puis je me suis fait challenger par un jeune entrepreneur québécois qui a dit, je suis pas sûr, moi, qu'on est si ouvert que ça. Moi, je trouve que la porte, elle m'est ouverte beaucoup plus rapidement en Israël avec un financeur, un VC qui me connaît pas, que des fois, ici même, à nos propres portes. Et là, je me dis, OK, il faut peut-être qu'on repense certaines façons de faire et certaines présomptions qu'on avait. Donc, je m'écarte sur table étant donné ta question assez directe. Excellent. Isabelle, est-ce que tu voulais commenter là-dessus? Ben, en fait, peut-être juste continuer dans cette lignée-là. Nous, ce qu'on a vu, surtout au niveau des entreprises en technologie propre, de par l'intérêt, de par le besoin qui était parfois plus grand à l'international dans les dernières années, les entreprises en technologie propre avaient plus facilement accès à un marché à l'international. Les choses changent, donc il y a, je dirais, la réglementation au niveau de l'intérêt des entreprises, des gouvernements, d'adopter des façons de faire, mais pendant plusieurs années, c'était un peu le seul marché, la seule option qui s'offrait à elle. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est créer des alliances entre différentes grappes à l'international pour être capable d'accompagner un peu, d'avoir ce réseau-là de support et d'amener une certaine crédibilité et un certain niveau de comparaison en étant capable de présenter, je dirais, des entreprises internationales avec lesquelles nos entreprises qui développaient les technologies propres faisaient affaire, donc avoir un comparable et avoir aussi certains labels qui permettaient d'avoir une certaine crédibilité sur la technologie qui était développée. Bien, justement, je voudrais qu'on parle de... Jean-Paul, est-ce que tu voulais... Je voulais juste faire un commentaire qui, pour moi, est vraiment important. Je pense que le multiculturalisme québécois, le fait que c'est un pays d'immigration, le fait qu'on intègre un peu tout, est une grande force. Et moi, ce que j'ai vu parce que vous savez, Lightspeed, on a acheté des compagnies à l'international, on a acheté aux États-Unis, en Europe. La grande force et la raison pour laquelle on a réussi à avoir ces compagnies, c'est qu'on a toujours au sein de nos compagnies des gens qui sont des immigrants d'un autre pays. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut le mettre en avant, et c'est une grande force. Et je vois, surtout en Europe, ou même on en a acheté un peu de partout dans le monde, on était souvent contre des Américains, on était souvent contre des gens qui avaient moins une ouverture à l'international, et ça a été une grande force, c'est la raison pour laquelle on a réussi à se développer. Donc je pense que c'est, pour moi, le plus important, et Montréal est une vraiment belle plateforme pour pouvoir se développer à l'international. Et après, je veux juste faire un commentaire sur le cordonnier mal chaussé. Effectivement, nous, on était beaucoup plus connus à Soho ou partout aux États-Unis dans les zones cool avant d'être connus à Montréal. Et un jour, tout le monde s'est dit, c'est qui cette compagnie qui est basée au Québec, qui marche très bien à l'international. Mais je pense qu'encore une fois, c'est plus un avantage qu'un inconvénient, c'est qu'on est tous naturellement beaucoup plus enclins à aller travailler à l'étranger, à aller développer des relations avec l'Europe qu'un Américain le ferait, qui parle une langue et qui est habitué à avoir un marché interne qui est assez gros. Et donc, ça veut dire qu'on se retrouve, je pense, dans une situation de force, souvent. Donc, l'immigration est une richesse. Voilà, vous l'aurez appris ici, au Forum économique international. Je partage tout à fait ton opinion, puis on pourrait discourir sur la chose très longtemps, mais on va revenir, si vous voulez bien, à la lutte au changement climatique puis au rôle
des entreprises, des PME dans ce changement-là, dans cette transition énergétique-là. Je ne sais pas, Isabelle, si tu es d'accord avec moi, mais moi, je pense que deux choses qui ont changé durant la pandémie, deux aiguilles qui ont bougé. Premièrement, l'achat local, donc la conscientisation d'encourager les commerces de proximité, l'achat local, c'est pas le sujet ce matin, mais aussi la contribution des entreprises, donc à la décarbonation de leurs activités. Moi, j'ai l'impression que ce n'est plus un beau discours politique, que c'est une réalité. Est-ce que tu partages cet optimisme-là ou pas? Oui. Oui, absolument. Les entreprises ont un rôle crucial à jouer, vont avoir le plus gros impact au niveau de leurs actions et je dirais, de ce qu'ils vont susciter comme, en fait, qu'on va les regarder faire et vouloir faire. De même, l'exemple qu'ils vont donner, en fait, à leurs employés, aux communautés. Le challenge est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas par où le prendre. Que ce soit des PME qui représentent la vaste majorité de notre tissu d'affaires, que ce soit même les grandes entreprises, souvent ne savent pas par où commencer. Mais effectivement, je pense que la majorité a compris que ce soit en termes, je dirais, d'opportunités d'affaires, donc souvent pour les PME qui, elles, doivent ou vont en fait de plus en plus avoir de comptes à rendre à leurs clients parce que, bon, scope 1, scope 2, scope 3, on va devoir faire du reporting sur notre impact environnemental, que ce soit par du coût de capital qui est plus abordable lorsqu'on a des pratiques ou qu'on développe des projets qui sont responsables, que ce soit pour l'attraction des employés, même les clients, la gestion de réputation. Donc, je pense que les entreprises voient que, un, c'est la bonne chose à faire et que, deux, c'est ce qui fait du sens aussi au niveau de bonnes pratiques d'affaires, je dirais, pour le long terme. Donc, rendre compte à ses clients, mais rendre compte à ses investisseurs aussi. Oui. J'imagine que ça doit jouer un rôle dans l'octroi de soutien ou pas. Ben, ça, c'est assez intéressant comme sujet, effectivement, parce que nous, il y a 2 ans ou même il y a 4 ans, on a mis un plan de transition énergétique dans nos entreprises, etc., en ce qu'on avait une vision par rapport à ça. Et c'est un très bon point au niveau de la PME, souvent par quel bout je le prends, etc., parce qu'il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de concepts, et ainsi de suite, puis ça devient très flou là-dedans. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est maintenant, dans chacun des dossiers, on a une analyse, une vérification diligente ESG qu'on fait. Puis on avait le choix de le placer dans le risque ou de le placer dans mon équipe à moi. On l'a placé dans mon équipe parce qu'on l'a amené sur les opportunités, justement. De dire, OK, on fait une vérification diligente ESG, environnementale notamment, et on remet ce rapport-là, mais c'est très précis comme recommandation et c'est très centré sur l'activité de l'entreprise. Donc, ça ne devient pas théorique. Il y a une des choses qu'on fait beaucoup, c'est justement, c'est qui les grands donneurs d'ordre? Amazon, etc., etc., bien, eux, ils ont un plan de transition qui est très clair parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Et toi, tu vas rentrer dans leur chaîne. Et là, à ce moment-là, donc, là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et ce que ça fait en sorte, c'est là, demain matin, là, ils se lèvent les manches, puis là, vraiment, ils sont très conscientisés, ils sont très proactifs par rapport à ça. Il y a 1 an et demi, est-ce qu'on était là vraiment? Je suis moins sûr de ça. Mais aujourd'hui, il y a 1 an et demi, l'entrepreneur qu'on commençait à discuter ces échanges-là est très heureux aujourd'hui parce qu'il dit, vous savez quoi? Je me le fais demander de maintenant. Et l'autre chose, on parlait de rétention de talent. C'est clair, la jeune génération, elle, ce qu'elle veut, c'est des entreprises qui ont une raison d'être. Pas une raison d'être juste économique, mais une raison d'être sociétale également. Donc, c'est pour ça que, et ça résonne également, on parle de rétention, d'attraction de talent, etc. Ça résonne également beaucoup, beaucoup chez les jeunes. Et c'est comme ça qu'on va garder notre main-d'œuvre ici au Québec. Et est vraiment très, très motivé par rapport à ça. On le voit dans notre organisation. Nous, on a embauché un paquet de jeunes dans les 2 dernières années. Et ces gens-là, quand on leur pose la question « Pourquoi vous êtes venus au fond? » c'est la mission. Et eux, ça les allume de dire « Oui, le fond est là pour faire du rendement, mais en plus, on veut faire du bien à la société. Ouais. » Les conditions de travail, mais le sens du travail aussi, plus que jamais. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire, la lutte au changement climatique pour une entreprise comme Lightspeed? Ben, nous, je veux juste faire le commentaire. Notre moyenne d'âge, c'est 28 ans. Donc, La moyenne d'âge, la moyenne d'âge est 28 ans. Donc, on ne peut pas attirer des jeunes sans avoir une mission qui est plus importante. Et je pense que l'environnement joue un rôle énorme. Nous, plusieurs choses. Commençons avec le Québec. Tout le monde achète d'Amazon. Et là, on se retrouve avec des colis qui sont shippés de partout. Enfin, c'est une catastrophe. Nous, une des missions qu'on a, c'est d'aider tous les petits commerçants au Québec à avoir des sites en ligne
et de favoriser finalement ce qu'on appelle le last mile, qui est entre le magasin et le consommateur. Et le problème, c'est que le consommateur aujourd'hui, il va en ligne, fait une recherche, ne trouve rien, parce que personne publie leur inventaire en ligne, et donc se retrouve à acheter d'Amazon. Donc là, c'est la première chose, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de boutiques et de commerçants locaux qui publient leur inventaire en ligne et qui puissent vendre en ligne pour justement limiter les émissions de CO2. Donc ça, c'est une des premières... Vu le point sur l'achat local que je parlais tout à l'heure. Donc, tout à fait. Donc si on veut, c'est une autre façon de on a même fait des t-shirts, je suis de Montréal, j'achète local, en tout cas. Mais on est... donc il faut essayer de pousser le commerce électronique, mais de la bonne manière, et pas de la manière où j'ai des warehouses qui sont partout aux États-Unis et que je ship le bien de là-bas. La deuxième chose qu'on fait, nous, qui est vraiment importante, c'est dans le domaine de la restauration, c'est tout ce qui est waste, donc tout ce qui est déchets. Et donc, nous, nos outils, on aide les restaurateurs à savoir combien il faut réellement commander en fonction, et on utilise du AI et tout du machine learning pour leur dire, non, il faut commander exactement tant de steaks, tant de légumes, pour justement qu'il n'y ait pas de waste. Et la troisième chose qu'on fait, je pense qui est pour moi celle dont je suis le plus fier, c'est on a une initiative qui s'appelle Fine Carbon Dining. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux consommateurs, et on a commencé en Angleterre, et je vais vous dire, les résultats sont incroyables, mais on permet aux consommateurs, quand ils reçoivent la facture, d'ajouter $1 à la facture pour qu'on puisse planter un arbre. Et donc, on a fait cette initiative en Angleterre, et on a planté 1,4 million d'arbres sur les 3 dernières années. Et donc, on sait combien de pourcentage de gens acceptent de donner $1? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, chaque facture représente $1. Donc, c'est 1,4 million de factures où les gens ont décidé de mettre $1. Et donc, on a cette initiative où on a des sous-traitants. Et donc, on s'est retrouvés à planter énormément d'arbres. Et donc, je reviens à la mission. Je pense que c'est vraiment important, si vous avez une compagnie dont le but, bien entendu, commercial, mais de mettre en place des structures pour que les gens puissent s'associer à des missions qui sont beaucoup plus importantes que la compagnie. Au niveau innovation et lutte au changement climatique, quel rôle Axelis joue? Très important. Je dirais que, au-delà d'Axelis, mais Axilis est un vecteur ici au Québec pour jouer ce rôle-là, personne ne peut savoir qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui va être requis dans 5 ans, sans parler de dans 10 ans. Si on regarde aujourd'hui les gros joueurs internationaux, il y a 10 ans, très peu auraient pu dire, voici le top 5 qui sont vraiment importants, pertinents. Donc, ce qui est important pour une société, c'est d'avoir la capacité de l'agilité. Donc, de pouvoir pivoter étant donné un changement dans l'environnement, je parle plus du clean tech, mais dans l'environnement dans lequel on se trouve. La seule chose qu'on peut s'assurer, c'est que le changement va seulement continuer et probablement accélérer. Donc, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va arriver. On doit avoir plusieurs tentacules et être prêt à être agile, à bouger selon ce qui se passe dans l'environnement. Donc, d'avoir ces tentacules-là à travers nos institutions de recherche publiques, qui sont certaines des meilleures à travers le monde, si on regarde en termes de taux de publication, si on regarde en termes d'invention, de richesse de nos chercheurs, de nos institutions, elles sont très, très, très fortes. Donc, si on peut avoir les bonnes tentacules pour savoir qu'est-ce qui se passe à travers cet écosystème-là, quand il y a des changements, quand il y a des perturbations qui se passent dans le marché, là, on peut aller chercher quelque chose qui se passe à Chicoutimi, quelque chose qui se passe à Québec, à Sherbrooke, à Montréal, selon l'opportunité qu'on a. Donc, l'économie a une agilité en ayant la possibilité de transformer rapidement l'invention vers une innovation, et c'est pas toujours où est-ce qu'on pensait qu'elle serait. Des fois, on prend quelque chose qui avait été inventé dans un contexte, medical device, et tout d'un coup, il y a une opportunité en manufacture 4.0, il y a un problème et il y a une solution de recognition de machine optique, par exemple, qui s'applique ici. Mais pour faire ça, ça prend une porosité d'information, ça prend des vecteurs qui sont capables d'aller chercher qu'est-ce qui se passe et de l'appliquer vers un besoin, qui est exactement le rôle d'Axelis, entre autres. Il y a d'autres joueurs comme nous qui essaient de jouer ce rôle, de créer des porosités à travers l'économie. On sait que dans la question de la réduction, justement, des émissions, il y a une grande partie qui est reliée au transport. On pourra en reparler peut-être si on a du temps plus tard. Puis une partie qui est reliée vraiment au côté industriel. Donc, entre toi et moi, il y a juste toi et moi, est-ce que tu penses qu'on va atteindre nos objectifs en termes de réduction des émissions? Écoute, il faut... Parce qu'on est loin, mais il reste du temps, mais on est loin. Il reste du temps.
Je pense qu'il y a une conscientisation qui se fait, il y a un désir d'accélérer les choses. Parce que comme on disait, c'est pas quelque chose qui... bon. Excusez, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. C'est bon? OK, parfait. Donc, c'est quelque chose qui est là pour rester. Donc, et au niveau, je dirais, de la transition et de l'adaptation, va falloir qu'on s'y mette. Je vois, je dirais, beaucoup de mobilisation se faire. Je pense que est-ce qu'on aurait dû commencer avant? La réponse est oui, selon moi. Maintenant, je dirais qu'on n'a pas vraiment le choix d'y arriver. Donc, c'est les acteurs se posent les bonnes questions, les acteurs sont mobilisés. J'oublie, mais un des grands présidents américains avait dit une fois, if you want to know the future, create it or finance it. Donc là, je pense que tous ceux qui sont impliqués au niveau de la recherche, tous ceux qui sont impliqués au niveau du développement des solutions sont mobilisés. Les gouvernements, les institutions financières, de plus en plus. Il y a un rattrapage à faire à un certain niveau, mais à suivre. Je pense qu'il faut qu'on ait des il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre, mais l'acceptabilité sociale aussi fait que de plus en plus au niveau du gouvernement, il y a des décisions, il y a une pression sociale, des décisions qui sont prises qui assurent effectivement qu'on bouge de plus en plus rapidement. Il y a beaucoup d'argent d'investi quand même. On a vu une majoration encore du plan d'économie verte. Dany? Ben, moi, je dirais un des éléments. Moi, j'ai été très impressionné. J'étais en Europe la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec des entrepreneurs du Québec, justement, sur cette question-là d'environnement. C'est une vraie mission de développement durable. Les entrepreneurs du Québec là, sont très, très, très proactifs par rapport à ça. Donc, ça part de là, en bout de ligne. Ça part des entrepreneurs qui vont dire, nous, là, on veut faire du bien pour la planète, on doit faire cette transition-là. Donc, moi, j'ai vu un leadership, je vois de plus en plus un leadership local très, très présent à ce niveau-là. Donc, les conditions gagnantes sont là. Est-ce qu'ils étaient là il y a 2 ans? Non. Mais là, aujourd'hui, elles sont là. Donc, moi, je suis très, très positif par rapport à ça. On parle des gouvernements, justement. Les gouvernements jouent un rôle important à favoriser le succès de nos PME ou à leur causer des embûches, les deux. Mais je vous dirais que dans les dernières années, entre autres avec la pandémie, il faut reconnaître quand même, tout parti confondu, là, de façon apolitique, que les gouvernements ont été très présents. Ont, je pense, limité beaucoup de faillites ou beaucoup de problèmes durant la pandémie. Donc, on peut être d'accord ou pas avec les sommes qui ont été investies, puis il y a des élections pour ça. Mais je pense que les gens ont été quand même bien servis par rapport à d'autres pays. Maintenant qu'on revient à la normale, bon, l'économie peut pas toujours être sur le respirateur artificiel, donc c'est normal qu'il y ait une baisse du soutien. Mais est-ce que les gouvernements ont optimisé leur contribution au succès des PME, d'après vous? Est-ce qu'on est au bon endroit au Québec et au Canada pour faire réussir nos PME? Avec plaisir, oui. Je dirais qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est à moi drôlement intéressante en ce moment en ce qui concerne un alignement entre plusieurs joueurs. Les gouvernements en étant un. Si on regarde certaines des grosses initiatives, il y en a 2 particulièrement intéressantes. Il y en a une, c'est d'investir vers ce transfert que je parlais entre l'invention et l'innovation, parce que ça se fait pas juste comme ça. C'est pas parce qu'il y a des aspects intéressants, des bonnes inventions, qu'on assume que ça va se transférer vers un impact sociétal qui peut être économique, qui peut être de santé, qui peut être de l'environnement. Je pense que ça fait trop longtemps qu'on se dit, ben si on est bon à inventer des choses, on est des bons patenteurs et on l'est au bout, on est des bons entrepreneurs au Québec, ben ça devrait se transformer en impact sociétal. La réponse, c'est non. C'est clairement non. Il y a un paradoxe d'innovation canadien, québécois, où est-ce que ça ne se traduit pas, à moins qu'on crée ces passerelles-là. Donc, par exemple, la SQRI2, la Stratégie québécoise recherche, innovation et investissement en innovation, justement, est très importante pour investir plus tôt où est-ce qu'il y a, même avant la vallée de la mort, pour essayer d'assurer qu'il y ait plus de pouces qui arrivent vers le marché, qui peuvent pousser un peu plus et qui peuvent recevoir des investissements importants pour franchir cette vallée de la mort-là. Donc, un investissement de milliards de dollars qui sont en train d'être mis pour assurer ce transfert-là. Et c'est pas assez de dire, ben nos entreprises ne payent pas assez en R&D. Il y a une raison pour ça. Il y a une historique pour ça. Il y a une taille de marché. Il y a une dépendance sur la nature de l'économie qui était en place depuis des centaines d'années. Toutes des très bonnes raisons, mais pour aller vers
un futur un peu différent. Il faut vraiment investir de façon très proactive. La SQRI2 fait exactement ça. Deuxième élément, clairement, et ça c'est bien établi à travers les politiques d'innovation, pour qu'une économie innove vraiment et mette à profit ses opportunités d'innovation, il faut investir dans des enracinages locaux déjà en place. C'est pas du build it and they will come, c'est où est-ce qu'il y a des forces existantes, où est-ce qu'il y a des aspects où est-ce que le Québec peut vraiment se démarquer et débarquer vers l'international, et faisons un double down là-dessus. Donc, le deuxième élément intéressant des gouvernements, les zones d'innovation qu'on est en train d'entendre de plus en plus, ben là, il y a une proactivité de venir investir où est-ce qu'il y a des forces régionales de certains segments de marché, et assurons qu'il y a une passerelle de créer vers l'économie, vers la société comme telle. C'est un teaser vers le CHIPS Act, on en parlera plus tard, je crois, mais vraiment, vraiment important d'être proactif et pas de juste espérer que ça va arriver. Je trouve ça important que tu mentionnes les zones d'innovation parce que c'est un nouvel outil que le gouvernement du Québec et du Canada aussi utilisent. Donc, il y a eu 3 zones d'innovation annoncées dans les dernières années, donc deux à Sherbrooke, à Bromont et là récemment à Bécancour avec justement la zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique. Alors, est-ce que cette idée-là de marier l'industriel avec l'éducationnel et avec le milieu local, c'est une bonne idée pour faire rejaillir nos innovations? C'est une recette magique, c'est la recette pour aller créer une économie du savoir. C'est pas une coïncidence, c'est pas en espérant. Silicon Valley est là pour une raison, ça a été assez proactif, circonstanciel, mais proactif. C'est la recette. Et quand je parle de l'alignement vachement intéressant, tu as un alignement en ce moment avec un scientifique en chef qui travaille et qui est en train de monter certaines assurances qu'on protège le fondamental et la recherche. Pas prendre pour acquis que ça va rester là. Nous avons un innovateur en chef qui assure l'aspect de transfert et l'innovation. Il y a un MEIE qui est en train d'être très proactif dans les zones, la SQRI2, etc. Et il y a un ministère d'enseignement supérieur qui est en train d'être également proactif. C'est un alignement des planètes vraiment intéressant qu'on voit pas souvent sur la planète. Danny, quelle note on donne à nos gouvernements pour le soutien aux PME? Je ne donnerai pas de note au gouvernement, je suis très mal placé pour le faire. Sage Par décision. contre, moi, ce que je veux quand même, si je monte l'hélicoptère au Québec, on est vraiment choyé d'avoir bâti des institutionnels au Québec qui investissent au Québec. Je pense à la Caisse de dépôt, Investissement Québec, Fonds de solidarité. On s'est doté d'outils, d'investisseurs solides qui permettent vraiment de faire émerger nos entreprises, là. Puis, je peux vous garantir qu'il y a bien des provinces au Canada qui envient ce modèle-là du Québec. Et Chapeau à ceux qui ont pensé à ça il y a quelques décennies. Là. Tout à fait, exactement. Puis on a également une complémentarité qu'on doit avoir dans ce marché-là aussi. Et elle est là, elle est présente. Donc, on collabore ensemble. Donc, pour faire du chemin, on a toutes les conditions gagnantes pour vraiment réussir, faire les bons virages aussi. Moi, il y a un élément qu'on n'a pas parlé dans la transition qui est très cher à nous. C'est toute la notion de transition juste. C'est-à-dire de s'assurer que les transitions environnementales, les transitions technologiques, parce qu'on a parlé de changements rapides, l'intelligence artificielle, etc., que ça va se faire également en prenant en considération les travailleurs et les communautés également. Ça, c'est fondamental là-dessus. De s'assurer que ces gens-là embarquent là-dedans et sont pas pris. Et on a une pénurie de main-d'œuvre, donc s'assurer de faire la formation, de le voir venir d'avance. Et ça, c'est bien, bien important. Et nous, à titre d'exemple, on s'est donné la mission justement de former les travailleurs et les travailleuses sur les changements climatiques aussi, pour qu'ils soient conscients également. C'est pas juste du top-down, mais c'est également que ça vienne d'eux aussi. Et ça, c'est fondamental, parce que si on fait pas ce virage-là, ben, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir des communautés qui vont se vider complètement et ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est bien, bien important. Mais on a toutes les conditions gagnantes pour le faire. Donc, en somme, moi, je dirais chapeau au gouvernement de ce qui a été fait pendant la pandémie. Ça a permis vraiment de sauver notre tissu manufacturier au Québec, mais chapeau aux entrepreneurs. Moi, les entrepreneurs qui ont passé à travers ça, là, je veux dire, quand le 13 mars est arrivé, là, nous, on a appelé chacun des entrepreneurs puis on leur a dit comment on peut t'aider. Et c'était ça la posture qu'on a pris là-dedans, mais vraiment, ils se sont tournés rapidement et moi, je leur lève mon chapeau parce qu'en toute humilité, on est là pour les accompagner, pour les appuyer, mais quand il arrive une crise comme ça, c'est là que tu dois réagir. Ils ont très, très bien fait, là.
Jean-Paul, est-ce qu'il y a des pays qui t'inspirent, toi, dans le soutien aux entreprises, toi qui a des affaires un peu à l'international, sans vouloir classer les pays, mais est-ce qu'il y a des choses qui te... En toute honnêteté, le Québec. Donc, Ouais. j'appuie. Moi, je trouve qu'on a eu, depuis le début à Lightspeed, on a toujours eu le bon soutien, que ce soit au début. Mais encore une fois, on est dans le logiciel. Donc, le domaine de la tech, c'est peut-être un domaine à part. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je fais partie de l'immigration. Donc, je suis arrivé il y a 11 ans pour Lightspeed. Maintenant, je suis canadien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on a été très bien soutenu. Et je pense que si je compare aujourd'hui à il y a 11 ans, c'est le jour et la nuit. Et aujourd'hui, maintenant, on a des bons fonds d'investissement québécois qui investissent dans des compagnies en technologie. Quand moi j'ai joint le Québec il y a 11 ans, c'était une compagnie qui faisait de la croissance, allait tout de suite être vendue aux États-Unis parce qu'il n'y avait aucun moyen de soutenir une croissance. Il n'y avait pas les structures d'investissement. Et aujourd'hui, je sens que dans mon domaine, en tout cas, donc je peux parler de la technologie, on est très bien soutenu. Dans le AI, on est très bien soutenu. Et si je compare ça justement à ce que j'ai vu, donc moi j'ai vécu dans pas mal de continents. J'ai vécu en Asie, j'ai vécu beaucoup en Europe, dans plusieurs pays, en Amérique et au Canada. Et je peux vous dire que les entrepreneurs québécois sont vraiment bien soutenus, d'après moi, dans le domaine de la technologie. Maintenant, je ne peux pas parler des autres domaines, je ne les connais pas. Mais si vous regardez la galère, par exemple, d'un Français qui essaye de démarrer une compagnie en technologie en France, et vous comparez ça à l'histoire de Lightspeed au Québec, c'est le jour et la nuit. Vraiment. Je voudrais qu'on prenne les dernières minutes qui nous restent pour parler justement du principal enjeu qui accable, je dirais, les PME, qui est la question de la main-d'œuvre. Donc, je retourne à toi, Jean-Paul. Une entreprise dans le vin connaît du succès, moyenne d'âge de 28 ans, dans un secteur d'activité en vogue. Est-ce que malgré tout ça, vous avez, vous aussi, des enjeux de main-d'œuvre? Oui. Alors là, je vais parler d'un autre volet qui est très cher à ma situation. C'est qu'on est en concurrence avec des compagnies étrangères qui veulent les mêmes ressources au Québec, qui sont financées par le gouvernement. Et en fait, c'est la plus grosse difficulté chez Lightspeed, c'est qu'on a de manière permanente des postes ouverts et on a de la difficulté à trouver du talent au Québec. Et en plus de ça, donc, si vous prenez des compagnies comme Ubisoft, vont après les mêmes ressources que Lightspeed. Pourtant, nous sommes une compagnie québécoise, on rapatrie tout notre chiffre d'affaires ici, et eux ont techniquement des conditions meilleures que les nôtres pour embaucher des gens. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à la matière première, et la matière première, c'est le talent, et je pense qu'il faut essayer d'être plus restreint sur à qui est-ce qu'on donne. Je pense que le monde a changé aussi entre il y a 20 ans au Québec et aujourd'hui, mais aujourd'hui, le problème, c'est que la matière première, c'est ce qui est le plus important dans notre domaine, et on est concurrencé, et on est souvent concurrencé par des grosses compagnies européennes qui ont les mêmes ou même des meilleurs financements que nous pour embaucher des gens. Donc, je pense que là, il y a besoin d'une évolution au niveau du gouvernement. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les universités produisent plus de talents, plus de développeurs, que les programmes doivent commencer au niveau de l'université, parce que nous, aujourd'hui, quelle que soit la manière dont vous regardez notre industrie, il n'y a pas assez de ressources. Et je suis très connecté avec l'écosystème québécois, et tous les CEO ont les mêmes commentaires, c'est si tu connais des bons développeurs, on en cherche. Et donc, je pense qu'il faut essayer de voir avec l'université comment on produit plus de talents, comment on s'assure d'être plus intégré au niveau des universités pour être sûr que les talents, quand ils sortent de l'université, ne vont pas travailler chez Google ou Facebook, mais qui viennent travailler chez Lightspeed et Coveo et toutes ces belles compagnies qu'on a au Québec. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je pense qu'avec le temps, on n'a pas eu d'énormes compagnies dans notre domaine au Québec. Donc, on n'a pas beaucoup quand on parle de cadres supérieurs qui ont connu la croissance. Et donc là, pour l'instant, on est obligé d'aller à l'étranger pour ramener des gens. Donc là, l'immigration est très importante, je vais revenir là-dessus. Donc par exemple, on vient d'embaucher un Chief People Officer, qui est notre directeur des ressources humaines, et on a fait venir cette personne de Nouvelle-Zélande, et on a dû rapidement l'amener au Québec, lui trouver un appartement, etc. Et donc je pense que c'est très important que le gouvernement continue à favoriser l'immigration, parce que le seul moyen, si vous regardez, moi j'ai joint Lightspeed de l'étranger, maintenant je suis ici, j'ai une famille ici, j'ai une maison ici, je vais vivre au Canada toute ma vie, et je pense que c'est important d'essayer de favoriser l'immigration et d'aider finalement les entreprises qui se développent à l'international à facilement à rapatrier. Donc nous, on embauche des développeurs en France, qu'on ramène au Québec, parce que c'est l'Eldorado un peu, le Québec pour les Français. On
on embauche des développeurs en Europe de l'Est. Donc on a je dirais un gros mouvement. Et il faut que le gouvernement favorise de plus en plus et facilite l'immigration de talents. Danny, un des enjeux aussi, des enjeux de main-d'œuvre, c'est la relève entrepreneuriale. Donc, moi, je pense que c'est un des dangers qui nous guettent au Québec. On a beaucoup, souvent des baby boomers qui ont lancé des entreprises et qui là se retrouvent à la fin de leur vie professionnelle, voudraient pouvoir passer le bâton, mais fiscalement font le calcul que ça n'a pas de sens de passer le bâton de façon progressive. Donc, attendre, ça devient un élément désincitatif pour les jeunes. Donc, comment on fait pour régler le problème de relève entrepreneuriale au Québec? Bien, en fait, oui, effectivement, c'est un défi dans lequel nous, on l'adresse également de ce côté-là. D'ailleurs, au niveau des fonds régionaux, dans la dernière année, plus de 50% des transactions qu'ils ont faites étaient liées à la relève. Donc, cette relève-là, elle se fait. Est-ce qu'elle est parfaite? Probablement pas. Mais on s'attaque à ça, nous, depuis longue date également. Puis comme je dis, les fonds régionaux sont très présents sur le terrain à adresser cette question de relève-là. L'autre chose également, oui, il y a la fiscalité, il y a l'argent, etc., mais il y a également toute la préparation de cette relève-là. Et l'entrepreneur de passer le flambeau, c'est pas tout le temps simple non plus. Donc, il y a une réflexion à faire au niveau du mentorat, reprenariat. Il y a vraiment une réflexion à faire de ce côté-là. Il y a plein de choses qui existent présentement dans l'écosystème. Mais nous, on va s'adresser à cette question-là davantage dans les prochaines années par rapport à ça. On joue là trop, on va encore en faire plus davantage. Il nous reste 2 minutes. Jesse, Isabelle, on pourrait penser que vous êtes dans des secteurs très trendy, comme on dirait en anglais, donc en l'innovation, en clean tech. Est-ce qu'il y a quand même des enjeux de pénurie de main-d'œuvre chez vous et comment vous adressez ces enjeux-là, Isabelle? Ben, il y a définitivement des enjeux. Fondamentalement, il y a plus de postes vacants que dans les dernières années confondues. Ce que je pense, par contre, au niveau de la clean tech, et on en parlait un peu tout à l'heure au niveau de l'alignement avec la mission, donc l'aspect d'attractivité de ce secteur-là, qui est définitivement quelque chose sur lequel misent beaucoup d'entreprises, mais fondamentalement aussi l'aspect tech vient aussi à un objectif de vouloir alléger, si on veut, les tâches qui n'ont pas nécessairement une valeur ajoutée. Donc, de venir enlever certaines tâches qui vont être moins d'intérêt, vont être répétitives, vont prendre plus de temps pour un humain à faire. Donc, cette combinaison-là de tech, clean tech avec l'humain, je pense, est également quelque chose vers quoi on doit tendre. Donc, c'est sûr que pour nous, d'avoir un peu ce double volet-là, d'avoir un alignement avec une mission que beaucoup de jeunes recherchent, mais également de chercher une solution pour être capable que les gens se concentrent là où ils ont une valeur ajoutée, c'est doublement intéressant. Donc, oui, on est impacté, mais on est un petit peu... Protégé. On est un petit peu protégé. Le mot de la fin, Jesse. En 25 secondes, dans la dernière décennie, on est passé d'une réalité de création d'emplois à pénurie de main-d'œuvre, complètement différent comme paradigme. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, il y a un aspect, puis il y a un mot qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui encore, c'est le taux de productivité. Le taux de productivité, c'est pas nouveau qu'on a un enjeu là. Ça fait 14 ans que je suis dans cet espace-là et on parle et on regarde les trends de productivité depuis 14 ans, depuis 20 ans, et ça ne va pas dans la bonne direction. Vous serez surpris de m'entendre dire que le facteur numéro 1 qui peut influencer la capacité de productivité d'une entreprise, c'est l'innovation, la capacité d'innover, de faire des choses meilleures, plus facilement, moins chères, et ça laisse plus de place à l'humain qu'on a pour faire ce que l'humain peut faire, pour shiner. Créativité. L'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. C'est l'humain qui est vraiment intelligent. C'est dur d'avoir une plus belle fin que ça. Alors, écoutez, je veux vous remercier pour votre présence ce matin. On a parlé de beaucoup de sujets, mais j'ai l'impression qu'on a été un peu dans la tête des entrepreneurs parce que ça tourne vite dans la tête d'un entrepreneur. Plusieurs enjeux, plusieurs défis. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci aux participants en ligne et en présence et bonne journée à tous. Merci. Merci.